première fois au rendez-vous? Ah, super. Ça veut dire que normalement, vous allez revenir. C'est fait pour. Donc voilà, cette séance, on l'a toujours voulu XXL, elle existe depuis 2 ans. Elle est autour des Morricone, c'est le point commun de toutes ces séances, un dimanche matin par mois, avec un bel accueil dans le hall, des choses offertes pour se restaurer. Des articles autour des Morricone et de l'invité présent. En l'occurrence, aujourd'hui, Jean-Pierre, je l'ai contacté parce que pour les gens de plus de 50 ans comme moi, on se suit forcément. Moi, j'ai été un lecteur au collège, au lycée, de première, de studio. Quand le studio est arrivé, ça a tout bousculé. Là, j'ai apporté mes numéros personnels. Le studio numéro 3 collector avec Romy Schneider en couverture, qui avait vraiment marqué les fans et les cinéphiles. Et puis bon, Jean-Pierre, évidemment, il continue à accompagner le cinéma de toutes les façons. Il a écrit plusieurs livres, il aime beaucoup Romy Schneider, il va nous parler d'elle avec passion. Il m'a proposé aussi, au débeauté comme ça, et je ne savais pas que c'était lui le producteur, j'avais oublié, de contacter Ariel Zeytoun, qui va nous rejoindre après le film, pour parler avec vous, j'espère, et nous donner un peu plus de détails. Et puis moi, ça va m'intéresser parce que c'est vrai que le point commun, c'est Morricone. Ici, on est dans une période française, on va dire, de la carrière de Morricone. On a passé plusieurs films récemment autour de lui, puis on l'attache assez souvent, évidemment, à Belmondo ou à Verneuil. On avait passé il y a 1 an 100 000 parents de Philippe Labro, que j'aime beaucoup comme film et comme musique. Christian Carillon, il est venu aussi accompagner En effet ce qui te plaît, qui est une des toutes dernières compositions de Morricone et une des dernières compositions pour un réalisateur français. Et là, récemment, donc, on a fait Peur sur la ville et Le plan des Siciliens. Il y a toujours des stars attachées à Morricone, forcément, parce que c'était la star de la musique. Et là, quelle star aujourd'hui? Je suis vraiment très content parce que moi, la banquière, c'est un souvenir d'adolescence et de VHS. Donc le revoir ici, ça va être quelque chose de très beau et de très fort. Donc je voulais vraiment remercier chaleureusement Jean-Pierre d'être là. Il a apporté des exemplaires d'un livre, donc là on est avec Francis Giraud aujourd'hui, mais il y a un très beau compagnonnage aussi de Romy Schneider avec Claude Sauté. Il vient de sortir récemment un livre justement sur leur collaboration, cette fusion, ils se sont trouvés tous les deux. Et il y a quelques années, il a aussi compilé. Parce que Romy Schneider, c'est une icône, il y a eu beaucoup de livres de photos sur elle. Elle a fait un très beau livre avec des photos sur toutes les périodes, toute une série de photographes différents. Il y a encore 2 exemplaires là dans le hall, donc n'hésitez pas, c'est pour ça, pour prolonger le moment après chez vous. Je te laisse la parole, et puis à tout à l'heure. Et soyez là, alors, je pense à ça d'un seul coup, vous allez retrouver plein de visages. Il y a des stars de l'époque, il y a des gens en devenir, il y a des apparitions aussi, vous allez voir. Ce film est fou. Et voilà, je te laisse l'introduire. Merci Jean-Pierre. Merci, et je suis ravi d'être là et de parler de ce film qu'on ne voit pas si souvent que ça d'ailleurs. Juste une petite question justement avant de commencer. Qui n'a jamais vu La banquière? Ah oui, il y en a pas mal quand même. Et qui n'a jamais vu sur grand écran? Ah ouais. Bon. Ce film, c'est le 4e film de Francis Giraud. Il est sorti en août 1980. Francis Giraud, c'était un journaliste brillant qui ne parlait pas que du cinéma, c'est vraiment un journaliste notamment au Nouvel Observateur. Et il a décidé, il a été assistant de Jean-Pierre Mocky notamment, et il a décidé de passer à la mise en scène avec un premier film qui s'appelle Le Trio Infernal, qui est un film totalement baroque, un peu extravagant sur une sorte de couple un peu maléfique qui prenait des gens qui réussissaient à leur piquer leur fortune, et après il dissolvait leur corps dans de l'acide. Donc autant vous dire que c'était quand même un film particulier qui avait même été interdit au moins de 18 ans. Et dans ce film-là, il y avait Romy Schneider déjà, et il y avait déjà Ennio Morricone. Le film avait fait scandale, tout ça, mais ça montre déjà l'ambition de Romy Schneider qui, contrairement à ce qu'on dit, certes c'était une grande vedette, populaire, tout ça, mais qui elle avait une grande exigence artistique et qui était intéressée justement par les aventures un peu inattendues. Et là, c'était quand même assez gonflé de sa part au statut qu'elle avait, c'était après César et Rosalie,
de faire ce premier film d'un jeune metteur en scène de 29 ans, totalement inconnu, et dans cet univers totalement baroque. Elle a été un peu entraînée, il faut dire, dans cette aventure, par Michel Piccoli, qui lui a dit « Notre métier, c'est d'oser ». Donc elle a osé, et juste pour vous dire, après on va vraiment passer au film, elle a osé d'autant plus que la même année, elle a accepté le film d'un metteur en scène inconnu, sauf des cinéphiles purs et durs, qui était L'importance et d'aimer de Zulawski. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même toute vedette populaire et grande star qu'elle était, il y avait aussi une vraie volonté artistique de mener sa carrière un peu différemment. Ce film-là, Giraud lui en a parlé dès Le Trio Infernal. Il lui a parlé de ce personnage de Marthe Desnaud qui était la banquière qu'on avait appelée la banquière des années folles, qui est une femme bisexuelle, qui avait fait beaucoup de presse économique, qui a été mêlée à des scandales, tout ça, et il trouvait que c'était un beau personnage de femme, à la fois, qui racontait à la fois une femme de pouvoir et qui devient victime de son propre pouvoir. Et Romy avait été intéressé tout de suite. Donc Giraud a fait 2-3 autres films, il a fait René Lacagne, il a fait L'État sauvage, et il a attaqué La banquière, avec la confiance de Romy qui lui avait dit qu'elle le ferait, et elle lui disait qu'il pouvait compter sur elle. Et d'ailleurs, il a eu l'occasion de le voir, on verra avec Ariel Zitoun tout à l'heure, mais le film a eu beaucoup de mal à se financer, et le tournage a même commencé alors qu'il n'y avait que la moitié du financement, et il y a eu 4 producteurs différents, ou 3 avant l'arrivée d'Ariel Zitoun. Et c'est Ariel Zitoun qui a su sauver le financement, le film. Et Romy, elle a signé 4 contrats avec 4 producteurs différents. C'est pour vous dire son attachement qu'elle avait au projet. Et ce film a été écrit vraiment sur mesure pour elle, par Francis Giraud et Georges Conchon, qui avaient eu le concours avec l'État sauvage, qui avait inspiré le film précédent de Giraud. L'idée de Giraud, c'était donc d'écrire un film sur mesure pour Romy, et en même temps d'avoir un casting magnifique. Et vous verrez, il y a, comme le disait Marc, il y a Trintignant, Brialy, Brasseur, Jean Carmé, et il y a aussi des petits nouveaux comme Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Daniel Masguiche qui venait du théâtre. Giraud, lui, il aimait beaucoup mélanger les familles d'acteurs. Et en plus, il était, peut-être on en parlera avec Ariel tout à l'heure, son premier assistant, c'est Régis Varnier. Et à l'époque, c'était les premiers assistants, il n'y avait quasiment pas de directeur de casting à l'époque, et c'était les premiers assistants qui faisaient le casting. Et Varnier, c'est Varnier qui lui a proposé Auteuil, Lhermitte, Marie-France Pisier, vous verrez, il y a même Véronique Jeunesse dans une apparition, c'est vraiment assez étonnant. Le film a été tourné en 55 jours. Et comme il s'était très très bien entendu avec Morricone, à la fois sur Le Trio Infernal et sur René Lacagne, il lui a demandé naturellement de faire la musique de ce film-là, qui est une musique qui n'est pas forcément parmi les plus connues, je crois, de Morricone, mais vous verrez qui est magnifique, et une mélodie d'une pureté incroyable. Voilà, on parlera plus du tournage peut-être avec Ariel tout à l'heure. Le film a eu énormément de succès. Il a fait plus de 2 millions et quelques de spectateurs. Ça a été le dernier grand succès de Romy Schneider, puisque après, en fait, c'est un de ses derniers films, puisque le film est sorti en 80. Elle a fait après Le Tavernier, d'abord en direct. Elle a fait Garde à vue. Le Tavernier est sorti avant. Elle a fait Fantôme d'amour d'Inoriti. Elle a fait Garde à vue avec Miller, et elle a fait La patiente du sans souci, qui est sortie en 82, qui a été son dernier film. Elle est morte juste après. Donc c'est vraiment, et aucun des films, même La patiente du sans souci, elle a fait 1,9 million de spectateurs. Donc La patiente du sans souci, La banquière, c'est vraiment son dernier gros succès. Et c'est, je crois, j'ai pas vérifié, mais peut-être qu'il faudrait regarder avec le bon plaisir, c'est en tout cas un des plus gros succès de Francis Giraud, qui disait qu'il était un peu agacé parce qu'on lui parlait toujours de La banquière en disant que j'ai fait autre chose. Et puis après, il disait oui, mais après tout, c'est bien de rester au moins pour un film. Donc voilà, je vous souhaite une bonne projection, on en parlera plus tout à l'heure. J'ai oublié de dire des choses,
Je pourrais en parler pendant 1 heure. Hein. Quand elle fait le film, elle est vraiment au top de sa popularité, de sa réputation. C'est une des actrices les mieux payées du cinéma français, mais moins que les hommes. Elle est vraiment, oui, au top. Donc c'était pour elle une belle aventure. Et Giraud dit que c'est aussi un film politique, même si ça se passe dans les années 30. Il dit que ça montre aussi le pouvoir, la presse, la politique. Et il racontait cette histoire assez amusante. Il disait, quand je tourne le film, la droite est au pouvoir depuis 1958, mais on sent que ça bouge et que la gauche va arriver. Et donc en 81, Mitterrand sera élu. Et Giraud disait, c'est bien parce que l'affiche du film, elle a une rose à la main. Et après, François Mitterrand aura une rose à la main. Voilà. Merci. Je voulais juste vous aussi, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de rester après, vous annoncer le prochain rendez-vous, donc qui sera, on alterne toujours les genres, les styles, les réalisateurs, les styles de musique, les styles de film. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'on est au moins au 15e, 16e ciné-club, Dario Argento, voilà, qu'on n'imagine pas avoir collaboré avec Ennio Morricone. Et quatre mouches de velours gris, donc le 7 mai, dans 3 semaines. Je n'ai pas encore l'invité à vous annoncer. Et juste avant le film, là, on a accroché un film annonce parce qu'il y a une actualité en salle qui arrive bientôt autour de Morricone. Un film qu'on a passé il y a quelques mois. C'est la surprise, vous verrez. Et aussi, je voulais vous signaler, il y a une jeune fille qui joue un spectacle en ce moment à la Manufacture des Abbesses autour de Romy Schneider, un seul en scène où elle évoque une partie de sa vie et tout ce spleen, toute cette mélancolie, enfin tout ce qu'elle a dégagé tout au long de sa carrière. Et ça s'appuie sur un interview en particulier. Si ça vous intéresse aussi de découvrir une autre facette de Romy Schneider. À tout à l'heure pour discuter avec Jean-Pierre et Ariel Zetoun. Merci beaucoup d'être là. Tellement d'actualité, c'est incroyable. Je suis nul, j'ai une larme. Puis c'est ça. Ah, c'est vrai. Ariel Zetoun. Pour rebondir, parce qu'on a dit plein de petites choses en ouverture, mais comme tout à l'heure Jean-Pierre présentait le film, il a annoncé que le premier film de Francis Giraud, il aurait été à 30 ans. Il me semble qu'Ariel avait à peine 30 ans aussi quand il produisait ce film-là. Oui, un peu moins. Voilà. Et c'est vrai que c'est impressionnant en fait. Pour ceux qui connaissent le film Infernal, qui l'ont déjà vu, c'est une œuvre vraiment étonnante. Et un tel projet, quand on est un tout jeune producteur. Oui, ça a été. C'est un projet qui a été assez difficile à monter en même temps. Bon, comme tous les films, quand ils sont ambitieux, qui demandent de l'argent et qu'on est un jeune producteur, c'est-à-dire que j'avais pas passé tellement de producteurs, donc il fallait convaincre. Mais Francis était un être assez étonnant, parce qu'on savait que derrière on a fait 5 films ensemble, et je ne le connaissais pas, et lui non plus ne me connaissait pas, il avait peut-être entendu parler de moi parce que j'avais malgré tout un passé dans ce métier. Et je sais qu'il est venu me voir un jour, puis il m'a dit je veux que ce soit vous qui produisiez mon film. Je lui ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que je sais que c'est vous qui pouvez produire mon film. Ça c'est Francis. Et c'est vrai qu'on a réussi un peu par miracle. Voilà, parce qu'il y a, là je ne peux pas raconter toutes les anecdotes qu'il y a eu autour de la difficulté de faire le film et en même temps de la chance qu'on a eue pour pouvoir y arriver. Mais j'allais dire que tous les mois, on se posait la question de savoir si on allait continuer ou pas. Voilà. Mais on a continué jusqu'au bout. Le film est sorti par miracle et il a marché, pas par miracle. Parce que je crois qu'il était... c'était un beau film. Un film... c'est vrai qu'on le voit, c'est il y a 40 ans, plus de 40 ans qu'on l'a fait. Donc, d'abord, moi je suis très ému de voir cette image, mais
Mais je me dis que le film a une vraie qualité formelle, de narration, de script, de réalisation. Évidemment, la musique d'Ennio Morricone, dont Francis n'a pas usé avec... non, il y en a très peu. Voilà, très peu, mais dont il a usé avec parcimonie. Il n'aimait pas couvrir toutes les scènes avec de la musique. Ce qui donne aussi, quand la musique est là, une force encore plus forte, plus grande. Et c'est vrai que moi, la fin, je peux la revoir 45 fois, j'ai la larme à l'œil, je ne peux pas. Quand la musique arrive. Donc, voilà, je raconterai une autre fois tout ce qui s'est passé pour le banquier. Francis racontait qu'il y avait eu 3 producteurs, ou 4 même, avant toi, et que le producteur allemand était parti parce qu'il voulait qu'on supprime l'origine juive du personnage, que l'italien avait fait faillite. Et toi, qu'est-ce qui t'a excité dans l'idée de pouvoir produire ce projet? Ce qui m'a excité, c'était d'abord d'être choisi comme ça par Francis. C'était quelque chose qui m'avait... Ça faisait une dizaine d'années que je faisais dans ce métier. Bien sûr. Je n'aimais pas la production, j'étais passé par... J'avais travaillé avec Claude Berry en particulier avant, et donc chez Gaumont aussi, donc je connaissais très bien ce métier. Mais je n'avais jamais produit ce genre de film. Et donc d'abord d'être choisi comme ça par Francis, c'était une marque d'estime et d'amitié et d'honneur très grande. Et la deuxième chose, je dois dire, c'était révolutionnaire. J'étais fou à l'idée de faire ce film avec elle. J'étais comme un bébé, moi, en fait. Comment dire, on a eu des rapports magnifiques, tous les deux. Si on devait parler de Romy Schneider sur la banquière, là, je peux. Oui, c'est fait pour ça. D'accord, non, je ne sais pas si... C'est pas juste pour rigoler, là. C'est surtout se faire plaisir et rappeler tout ça. Bah, c'est vrai, quand on a commencé le film, on n'était pas du tout certain d'aller au bout. Il y avait tellement de choses qu'on... Francis dit que vous avez commencé avec juste la moitié du financement. Ah oui, et encore. Il est généreux. Je cherchais tous les jours des choses, etc. Mais il y en avait une qui était au courant de ça aussi, c'était Romy. Et moi, bon, je savais que si il y avait 84 jours de tournage, et elle était là 82 jours. Donc il manquait, voilà, elle avait juste 2 jours possibles d'absence, mais pas plus. Et il était bien que si Romy était défaillante, le film, voilà, on a arrêté le film. L'assurance était très, très tendue avec nous, parce qu'ils avaient très peu de confiance en moi. Donc il fallait qu'on lui tienne le coup. Et je sais que donc, le premier jour de tournage, elle était important qu'elle soit là, elle n'avait pas vu. Et tout le monde a commencé à paniquer. Mon Dieu, elle vient pas, ça va être terrible, etc. Et Jean-Claude Brialy, qui était vraiment l'ami intime de Romy, et qui a été avec moi d'une gentillesse et d'une amitié aussi très grande, me disait, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, il nous reste un jour, ne t'inquiète pas. Le lendemain, donc le deuxième jour de rap qu'on avait promis, on était tous prêts comme ça, elle n'est pas venue. C'est vrai. Là, on était tous effondrés, ça y est, ça va plus s'arrêter tout ça. Et Jean-Claude me disait toujours, ne t'inquiète pas. Et effectivement, le troisième jour, elle est venue. Elle est venue 82 jours suivants, quel que soit l'état dans lequel elle était, parce qu'elle était parfois malade, des petits rhumes, des trucs, etc. Elle n'a jamais renoncé. Et elle a fait, de cette façon, elle m'a montré aussi qu'elle était là pour nous, pour nous aider, qu'elle était au bout, qu'elle nous soutenait, et que, voilà, elle était avec le film pour le film, là, et elle était absolument... je vais dire, bon, avec Francis évidemment, mais elle était un élément absolument formidable de la production. De la production, voilà. C'est en grande partie grâce à sa solidarité qu'on a pu terminer le film comme on l'a fait. Mais je vous assure qu'on a à peine 30 ans, même pas d'ailleurs 30 ans, et qu'il y a Romy Schneider sur un plateau que vous pouvez avoir tous les jours, et que vous êtes un fou de cinéma. Voilà, ça vaut... Oui, j'imagine. On est halluciné par, si vous n'aviez pas la moitié du budget, par les décors, les costumes, les voitures, la figuration. C'est un film qui serait impossible à faire aujourd'hui, quasiment. Ah, si, on pourrait le faire. Oui, mais il serait très très cher aujourd'hui. Il faut au moins qu'il y ça. Ah oui, c'est ça.
Ben oui, il fallait tout ça pour que le film soit réussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé pas à pas. Je me suis énormément endetté, j'ai eu la chance. Il faut aussi voir que la production à l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était un peu la période où on pouvait être aventurier, où on pouvait convaincre une banque de nous passer, enfin, on pouvait les faire rêver. Les banquiers rêvaient encore. Aujourd'hui, ils ne rêvent pas, voilà, leur programme et pour la ligne. C'est pas les mêmes canaux. Ah, absolument. Et moi, j'avais appris ça parce que j'avais travaillé avec Claude Berry. Et Claude, j'ai eu la chance de travailler avec Claude Berry les 2 années où il a fait TESS, il a produit TESS de France. J'ai démarré comme ça avec lui, un jour il m'a appelé, il m'a dit tu viens tout de suite. C'était quoi alors sur TESS? J'étais grouillot. J'étais grouillot de Claude Berry. Je venais de quitter la direction de la programmation Gaumont-Pâté, mais je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était travailler, faire de la production, de la réalisation, etc. Et donc, quand Claude m'a proposé d'aller avec lui, je n'ai pas hésité, j'y suis allé, voilà, on a tout recommencé à zéro, mais ça a été une école d'affaires. Moi, je pourrais donner n'importe quoi. Oui, bien sûr. Claude Berry, c'était pour moi comme ça une image. Enfin, c'était l'homme en plus avec lequel je voulais travailler, pour de plein de raisons. Et donc, Claude, il fait TESS, et j'ai assisté à tout. Là-dessus, j'ai des dossiers secrets sur TESS, et j'ai vu que lui aussi, lui, il n'avait pas la moitié du financement de cette TESS. Il a fait voilà, centime après centime. Et quand on allait voir les banquiers avec TESS, avec Claude, je voyais que Claude le faisait un numéro d'acteur. Quand même, ouais, mais devant les banquiers. Et les banquiers, ça lui faisait rire, ça lui faisait sourire, ça leur faisait plaisir de voir ces trucs-là. Et ça, j'ai appris ça. C'est-à-dire qu'ensuite, quand j'ai eu la banquière à faire et qu'il fallait aller voir les banquiers, les convaincre et tout ça, il fallait les faire rêver, ça fait rêver. Mais pour aller au bout de cette histoire terminée, on a eu une chance énorme. Le film est sorti dans mon souvenir, je crois que c'est le 27 août. 27 août, oui. Le 27 août. Et c'était juste donc à sortir de l'été. Et comme vous le savez, l'été, il y a les vacances judiciaires. C'est-à-dire que les mois de juillet et d'août, on était inatteignable. Et pourtant, j'avais d'énormes dettes. Si on n'avait pas été en été, j'aurais été condamné avant, et le film aurait été empêché de sortir, il y aurait eu une procédure, etc. Ces 2 mois d'été nous ont permis de respirer et de sortir le film le 27 août. Une semaine après, j'étais devant le tribunal, je payais, parce que le banquier m'avait fait, à ce moment-là, m'avait fait confiance, puisque le film marchait bien. Mais c'est grâce à ces 2 mois d'été que le film est sorti normalement et a pu être terminé. Francis racontait même que le jour de la sortie du film, tu avais déménagé ton appartement, tout était dans un camion de déménagement, et tu disais si ça marche bien, je réintègre mon appartement, sinon je prends un studio. Ouais. C'est vrai ou c'est les gens? Non, c'est vrai. Les valises étaient prêtes. Je disais à ma femme, on ne les défait pas. Parce que moi, j'étais emménagé depuis peu de temps dans un appartement, et je lui avais dit, ne défais pas les bagages. On attend la sortie du film. Vous avez des histoires absolument magnifiques. Je voudrais parler, alors, si je peux me permettre, une dernière chose. Parce que je vais parler d'un personnage que peu de gens connaissent dans la mesure où il n'était pas un personnage public, mais c'est une personne qui a compté énormément dans le cinéma, c'est quelqu'un qui s'appelle Boris Gourevitch. Boris Gourevitch était un propriétaire de salles, en particulier les Élysées Lincoln, si vous les connaissez. À l'époque, c'était Salvador Pasquier aussi, des salles de... C'était lui qui avait commencé à faire, un des premiers exploitants à faire des salles, des multiplex, etc. Et il y en avait aussi au quartier latin, etc. Et il y en avait aussi à Saint-Lazare, où il y avait des salles porno. Et il mélangeait le cinéma d'auteur, le cinéma porno, c'est un personnage incroyable. Le samedi matin, chez Boris Gourevitch, il y avait la moitié du cinéma d'auteur qui se pressait pour demander de l'argent. De Godard à Rizzi, à Scola qui l'a financé, etc. Et il finançait Godard, et en même temps, il finançait le cinéma porno, et de temps en temps, pour poignarder Godard, il disait « Je veux bien vous financer, mais je veux aussi que vous passiez dans ma salle porno. » Bon, c'est un personnage comme ça qui passait de l'argent, par le producteur et tout ça. Je l'avais remis en contact, parce que je le connaissais très très bien de mon précédent passage chez Gaumont, avec Claude, à l'époque, Claude Berry, à l'époque de TESS, et il avait passé de l'argent à Claude.
Et moi, un jour, je suis allé le voir et je lui dis, Boris, je suis mort, il faut que vous me passiez de l'argent. À l'époque, c'était 200 000 francs. Ouais, si vous voyez ce que c'est pas grand-chose par rapport à aujourd'hui, mais il me fallait ces 200 000 francs. C'est à la fin du film. Et Boris m'a dit, non, mais je veux pas. J'insiste comme un malade, etc. Et tout ça, puis finalement, il me dit, d'accord, je vous les passe, mais à une condition, c'est que vous mettiez le film dans une de mes salles des Champs-Élysées, etc. Et il faut savoir qu'avec Boris, il y avait toujours un témoin présent qui était sa femme. Elle assistait à tout ce qu'il disait. Boris était un homme très âgé, j'ai oublié de le dire, il avait 89 ans à l'époque quand je l'ai rencontré. Mais c'était un personnage, voilà, il avait de quoi faire des choses magnifiques. Et donc, finalement, il réussit à me dire oui. On était le vendredi, il me dit je vous donne l'argent le lundi, et moi, voilà, le lundi, j'étais tranquille. Et le dimanche, il y a la femme de Boris qui m'appelle, ou sa fille plutôt qui m'appelle, et qui me dit Ariel, je voulais vous annoncer une nouvelle, Boris est mort. Et moi, j'étais mort aussi. Je lui dis, j'ai pas cet argent, je suis foutu, etc. Je ne sais pas quoi faire. Le lundi, le banquier de Boris Gourenich m'appelle, il me dit Ariel, on se connaissait, il me dit Ariel, Boris est mort. Sa femme m'a dit qu'elle a assisté à votre entretien, que Boris avait promis cet argent, alors elle a décidé de te le donner. Voilà. Et c'est Boris Gourenich, de certaine façon, de sa tombe, qui m'a permis de terminer le film. Ouais, c'est magnifique. C'est une belle histoire. C'est une vraie histoire. Pour revenir un petit peu à Morricone, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes sur le projet, c'est déjà un petit peu acquis que oui. Entre Giraud et lui, on travaille ensemble. Oui, parce que Francis avait déjà fait ses 2 premiers films avec Morricone, et donc c'était en plus un élément supplémentaire. C'est les musiques qu'on entendait tout à l'heure avant le film, c'est les 2 premiers films avec Morricone, c'est Le Triomphe Infernal et René Lacan. Et il y a un 3e film qui se glisse avant-hier. Qui est l'État sauvage, ouais. Mais dans la musique, elle a fait ça, lui. Oui, c'est Jean Salem, c'est l'État sauvage. Mais comment vous, juste pour. Parce que en fait, c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme invité, c'est le 18e rendez-vous qu'on fait autour de Morricone. En fait, des gens qui peuvent témoigner d'une relation de travail avec lui. Quel souvenir vous avez à quel point vous avez été proche de ce moment-là J'ai assisté à toutes les entrevues que Francis avait avec Morricone, puisque Morricone est venu à Paris, évidemment, pour voir le film dans un premier temps, en copie de travail, et puis ensuite il arrive avec des morceaux. À l'époque, on n'envoyait pas les musiques par la serviette, etc. Il fallait les placer. Donc, il jouait devant nous, avec l'image parfois qui courait, mais pas toujours. Il jouait des morceaux, des trucs qu'il fallait comprendre, les interpréter, parce qu'il n'y avait pas d'orchestre, c'était juste parfois la mélodie et encore. Et il était très à l'écoute, pas du tout arrogant, ni dictatorial, ni voilà, c'est ça et rien d'autre, et tout ça. Francis lui demandait des choses, en plus, en moins. Je pense que Morricone, il en aurait donné plus encore. Hein, franchement, parce que mais bon, Francis avait cette volonté de parfois un peu trop sévère, comme on dit, de ne pas faire pute. De être un colleur. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a très peu de musique, mais c'est vrai que quand elle arrive. C'est l'intérêt aussi sur rendez-vous, c'est qu'on est chez soi à la maison à écouter des musiques de films, des musiques de Morricone, et les revoir en séance et en film, c'est justement, il y a une vraie différence, on réécoute, on voit comment ça s'insère, et c'est tout le travail justement du réalisateur, du producteur pour arriver à ça. Non, et je vous relancer sur la musique, parce que c'est vrai que moi, mon premier souvenir aussi de vous, réalisateur, c'est Souvenirs. Il y a Saxo, enfin la musique a eu dans votre carrière. J'étais allé sur le tournage. Place importante, et j'avais envie de vous lancer là-dessus aussi, par rapport à. Oui, la musique, c'est une frustration chez moi. Ouais. Parce que je ne suis pas un musicien du tout. Je dirais même presque que je n'ai aucune oreille. S'il y a une chose que j'aurais aimé faire, c'est de la musique en fait. Donc, le cinéma sert à ça souvent. À se créer, à se créer ses vies, ses autres vies. Et donc, évidemment, le premier film Souvenir, c'était des choses un peu faciles, ça découlait franchement des souvenirs de ce que j'étais, etc. Saxo, c'était plus accompli. Il y avait quelque chose de plus exigeant par rapport à la musique, par rapport à la présence et la place de la musique dans le film, et à l'importance même, puisqu'elle était un des personnages du film, clairement.
Donc voilà. Oui, c'était extrêmement important, mais moi j'étais très curieux, très admiratif, évidemment. Morricone, c'est pour nous, producteurs de cinéma, peu importe qui, c'est un homme qu'on admirait énormément. Bien sûr. On rêvait qu'il nous sorte un tube, honnête. Bon, mais Francis, je le voyais bien, j'allais presque dire qu'il l'empêchait d'être trop commercial. Ouais, mais l'air au violon, tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il était difficile en affaires? Dans les cas? Oui. Non, il y avait d'ailleurs, on n'a jamais discuté d'argent ensemble, il y avait Un agent qui s'appelait Georges Marie, qui était quelqu'un de plutôt très bien. qui était son agent français, en fait. Oui. Mais vous savez, les musiciens, les compositeurs plutôt, c'est jamais été cher. Franchement, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut les rémunérer, mais bon, ils ont les droits de la scène, ils ont des choses comme ça, et puis comme ils font pas un film dans l'année, ça leur arrive d'en faire 3 ou 4, donc bon, ils arrivent à se partager et à donner à chacun ce qu'il entend. Donc oui, au début, on se dit que c'est la Morricone, voilà, ça doit être difficile, c'est compliqué et tout ça. Si le projet l'intéresse, si le réalisateur lui plaît, si le producteur est un peu honnête, il suit. Et en général, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais la présentation, j'essaie de recontextualiser. Il faut imaginer que cette musique, elle est composée à la fois entre le prêt des frères Paganini et un autre, pour le moins élite, qui va être le professionnel. C'est ça, le professionnel. Oui, donc voilà, ça c'est, si on voit les années 79, 80, 80, mais c'est vrai que c'est des dizaines de musiques composées. Bah, de toute façon, l'éventail était plus que large chez Morricone. Je crois savoir vraiment que le professionnel, il a sorti une partition qui existait déjà. Oui, c'est ça, il a retraité. Voilà, il a s'appelle la Galena. Hop, c'est pas une image, c'est vraiment un truc. Voilà, c'est un hit. Giraud racontait que sur le premier film, il lui avait demandé la musique, et Morricone avait dit pourquoi pas, mais je veux voir des images avant de me décider. Et qu'il lui avait montré des images du film, et que du coup, il avait été séduit par les images, et par Micheler, pour qu'il avait fait aussi la Khalifa. Et du coup, il a accepté de le faire. Giraud racontait une autre histoire rigolote où il disait qu'à l'époque, il avait dit qu'il collectionnait les clés de chambres d'hôtel. Et Stéphane Leroux, grand spécialiste de la musique de cinéma finlandais, raconte qu'un jour, il fait une masterclass avec Morricone au Festival de Sœurs, je crois, et il y a Giraud, non, pas dans la salle, en vidéo. Et Giraud raconte cette histoire. Et puis la vidéo s'arrête, on revient sur Morricone, et Stéphane Leroux lui dit alors, ah non, Giraud finit en disant, à l'époque, vous m'aviez dit que vous collectionnez les clés d'hôtel, est-ce qu'aujourd'hui vous collectionnez les cartes magnétiques? Et la caméra revient sur Morricone, la lumière s'allume, et Morricone dit, c'est faux, j'ai jamais volé de clés de chambre d'hôtel. On ne sait pas où est la réalité aujourd'hui. C'est juste une petite. Qui collectionnait raison? Non, qui collectionnait. Oui. Il avait un côté, il pouvait romancer aussi un peu, Francis. Il pouvait romancer, il pouvait s'inventer. Oui. Tu dirais que sa qualité, son meilleur atout à la fois de metteur en scène et de personne, c'était quoi? Son meilleur atout de metteur en scène, c'était sans doute sa force de conviction. Il savait développer ses arguments, il s'était juste, il arrivait à les rendre justes, à les faire comprendre s'ils étaient justes. Et il avait surtout aussi, Francis, j'ai jamais oublié ça, il avait une grande culture. Il était parti d'ailleurs, et il était très proche à un moment donné, au début quand je l'ai connu, c'était de Tavernier par exemple. Bien sûr. Et c'était vraiment deux cinéphiles profonds. Voilà, il connaissait parfaitement le cinéma, la façon de le faire, il connaissait les gens, savoir parler. Et puis il avait cette sorte d'obstination, et ça c'est important pour un metteur en scène, une obstination formidable à faire des choses, même si tous les éléments étaient contre lui, même si tout jouait pour qu'il ne les fasse pas, il avait cette force-là, cette force morale. Parfois peut-être, la seule chose moi on a fait 5 films ensemble, donc ça veut dire que c'était quand même des relations très très fortes qu'on avait ensemble. La seule chose, parfois, j'aurais aimé qu'il soit plus aventurier. Voilà. Justement, pour finir, je voulais évoquer un pote
dernière collaboration qui est La Snare, avec Ouais. pour le coup un Daniel Houghton qui faisait le premier rôle. Qu'est-ce que vous pouvez... C'est pas la snare. Ah, non, il y avait eu l'enfance de l'art. L'enfance de l'art qui était allé à Cannes. Ouais, qui était allé à Cannes. C'était un très joli film sur les apprentis comédiens. C'est dommage parce qu'on ne le voit plus et c'est un film très juste sur les apprentis comédiens. Oui, il ne s'est pas relevé de Cannes. C'est terrible. Non, je rebondissais sur La Snare parce que c'est vrai qu'on est encore sur un film d'époque. Oui. Là, il y a une séance qui va commencer dans peu de temps. Ouais, les trois mousquetaires. Mais on se retrouvait dans 10 ans plus tard, j'ai envie de dire, sur un film d'époque où il faut reconstituer avec des décors existants. Et là, je voulais aussi faire un coup de chapeau, parce que vous en avez parlé tout à l'heure sur la production, sur son chef opérateur, son chef costume aussi, qui avait accompagné ses 4 premiers films. C'est vrai que tout le film, là, toute la force du film, elle est justement sur cette façon d'aller une époque et l'entre-deux-guerres, avec des décors existants, alors qu'on trouve dans les années 80. Pour La Snare, on va encore plus loin dans le temps. Les trois mousquetaires, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut plier le réel dans l'historique. Et sur La Snare, comment vous avez vécu cette évolution sur un projet tout aussi ambitieux La Snare, c'était compliqué. C'est-à-dire que sur le plan de la production, pas tant que ça, parce que comme on était désormais installés, c'est vraiment la fin de la période de liberté des produits. D'accord. À partir de La Snare, je me souviens plutôt de la date, 90, peut-être comme ça, 80. Mais je crois que c'est à peu près ça. Derrière, le cinéma est devenu. Les banquiers ont changé. Et le financement du cinéma même a changé, le principe des financements a changé. Jusque-là, on était un peu libre. Et donc, La Snare, on a pu le monter relativement facilement, malgré le fait que ce soit un film qui était quand même cher. Ouais, très cher. Je pense même que La Snare a coûté plus cher que la banque. Mais le problème de La Snare, c'est que c'était finalement un film intimiste. Presque intime. Ouais, presque intime. Et c'était compliqué. C'était un pari. Il fallait le vendre encore. Ah oui, puis bon, c'est un personnage connu, pas connu, voilà, c'était un peu compliqué. Mais ça a été moi je dirais que La Snare a été le cadeau fait à Francis. Voilà. La friandise qui voulait à tout prix, qui voulait faire ce projet que j'avais en tête depuis longtemps, je veux dire, qui me rabattait les oreilles à tout moment. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de le produire, la possibilité de le produire, donc on y est allé, mais c'était un bon geste d'ami, c'était pas un bon geste de producteur. Tu parlais de cadeaux, je finis juste. Tu parlais de cadeaux et Giraud disait que la banquière écrit spécialement sur mesure pour Romy, c'était une sorte de renvoi d'ascenseur qu'il lui faisait parce qu'elle avait accepté son premier film alors qu'il n'était personne. Juste une dernière question pour pas finir là-dessus. Non, mais si on doit finir, un peu stupide, mais. Ma réponse sera à la hauteur. Non, tu vas voir. Si tu devais garder qu'une image de Romy Schneider, ça serait laquelle? Ou quel moment? Alors. Plusieurs, celui qui m'a le plus touché. C'est dans la scène du bal, dans la scène du bal, on retrouve Bannister, le banquier, Trintignant, avec qui elle avait eu une histoire d'amour sur le train. Absolument, et qu'elle n'avait pas revu depuis ce jour-là. On a commencé la journée à l'intercontinental, je me souviens, à 3h du matin, avec tous les gens qui arrivent, se préparent, etc. Les figurants, les robes, les costumes, Romy qui arrive aussi. On commence le tournage à 9h normalement. Et Romy s'enferme dans sa chambre, dans un jeu. Impossible de sortir. Et ça dure. Le réalité, toujours le même. Qui va, qui vient, qui fait l'entremetteur et tout ça, elle ne veut pas sortir, on lui donne du champagne, on lui donne ce qu'elle veut, du vin, etc. Elle ne sort pas. Il est presque midi, 2h, tous les acteurs, Trintignant est là, il attend, il ne bouge pas et il sait très bien. Il sait ce qui se passe, etc. Et à un moment donné, je n'en peux plus, je rappelle la porte de Romy, elle m'ouvre.
Je la vois dans un état, elle est décomposée, elle a bu, tout ça. Je dis, s'il te plaît, on peut pas. Tous les acteurs sont là aujourd'hui, c'est de la figuration, c'est une journée qui coûte tellement cher. Elle me dit, et elle a ces mots dehors, mais là, elle me dit, pour toi, je vais le faire. C'est génial. On la maquille, on l'habille et tout. Elle m'attend, enfin, elle m'appelle pour sortir avec moi. On remonte le long couloir, elle me prend le bras, elle remonte le couloir, et je lui dis, mais Ronnie, tout va bien, pourquoi t'es angoissé, tout va bien, regarde. Tous les gens te regardent, toutes les femmes sont admiratives, les hommes te désirent, enfin, tu es belle, tu es rayonnante, etc. Et elle me dit, mais tu ne vois pas qu'ils ne me regardent pas. Et c'était évidemment Trintignant dont elle parlait. Et Trintignant qui, sans méchanceté aucune, ne voulait pas mettre d'huile sur le feu, rien. Au contraire, il était dans son coin, et quand il nous avait arrivé quand même sur le plateau, il est venu vers lui, il lui a pris la main, il l'a embrassé, et elle est redevenue une petite fille entre ses bras. Et ça c'était un truc qui m'a vraiment marqué. Bien. Merci beaucoup. En plus, on finit avec un autre comédien très iconien. On a beaucoup célébré aussi ici Alexandre Milliard-Parent, le Grand Silence. Je crois qu'il manque un. C'est beau quand on voit le film, les scènes entre deux, quand il lui dit vous arrivez tellement vite que j'ai cru que vous alliez vous jeter dans mes bras. Et puis même quand il se parle vraiment très près, tout ça, Ce qui est terrible avec Trintignant, c'est qu'on ne sait jamais si c'est son prince. C'est toujours ce sourire incroyable, magnifique, qui vous renverse totalement. Et moi, c'était la première fois que Francis m'a présenté à Jean-Louis. Il fait, tiens, je présente le producteur Ariel, t'as vu, il est tout jeune, etc. Et Jean-Louis me dit, on n'est jamais trop jeune pour sauter. Je voulais vous remercier chaleureusement. Désolé de vous voyez écourter et vous souhaitez un rire. Merci beaucoup. Merci à vous. Un dimanche matin, excusez-moi. Dans les livres sur Ronnie, le Sauvé, que je vais dédicacer Jean-Pierre. Merci à dans 3 semaines pour Dario Argento et 4 mouches de Beaupré. J'ai pas vu ce printemps, j'ai vu depuis 2 ans sur les jeux, sur Merci. Ah oui, voilà.